Salut, vous êtes sur Click, vous regardez Get Busy, nouvelle formule. Hier dans le 1er arrondissement, avant-hier dans le 18e, avant-hier dans Montreuil. Encore avant, certains de nous étaient en prison, mais comme on ne change pas une équipe qui perd avec panache, on est de retour dans un décor immaculé qu'on va s'apprêter à salir avec notre mauvaise humeur, notre mauvaise foi et notre mauvais goût. Et ben on est tous là, il y a Cher. Comment ça va, Cher? Bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? Je suis content de te voir. Oui, moi aussi. David? Ravi de te voir. Comment ça va? Tout va bien. Et Rose? Mieux. Ça va. Ça va aussi. Et puis on reçoit évidemment deux invités toujours éminents, bien qu'on dira la même chose de ceux qui vous suivront. On reçoit Samuel Cueto, ancien rappeur et aussi photographe, qui est là pour son exposition Les Oubliés, exposition de photos argentiques. Ouais. Et puis on reçoit Rossé, qui est toujours rappeur, mais qui cette fois revient avec un autre projet qui s'appelle Parler d'années de la Terre. On reparlera de cette utilisation de l'écriture inclusive. Ouais. On va commencer par toi, Rossé. Ouais. Donc Rossé, rappeur qui, après plusieurs albums, Top Départ, Identité en crescendo, L'être humain et le réverbère, et Guns N' Roses. Donc tu reviens aujourd'hui avec un projet qui s'appelle Parler d'années de la Terre, avec un procès peut-être après. Parler d'années de la Terre, qui est en fait, tu l'expliqueras mieux que moi, mais c'est une compilation de morceaux de la colonisation et de revendications ouvrières. C'est ça, des ouvrières, colonisation, voilà, morceaux de lutte. Comment ça s'est passé le point de départ Le point de départ, c'est que je sentais un manque, moi, dans la musique française, dans un peu tout ce qui pouvait se passer dans la musique française. Il n'y avait rien que je ressentais, tu vois, à part dans le rap français. Mais je voulais voir un peu ce qui pouvait se passer dans les paysages au-delà. Et je sentais pas de musique de l'action, de musique qui donne un avis, de musique qui a des tripes, etc. et qui porte la langue française. Et j'ai un pote qui me fait écouter un morceau qui s'appelle Je suis un sauvage d'Alfred Panou. Et c'est une sorte un peu de morceau, on va dire, sorte de Gilles Scott-Heron, Last Poet, mais en français. Ça date de 1970 avec l'Art Ensemble of Chicago. Et là, je me prends une grosse tarte. Et je me suis dit, s'il y en a un comme ça, s'il y a un morceau comme ça, il doit y en avoir d'autres. Faut que j'aille les trouver, faut que j'aille chercher ça. C'est parti comme ça, en fait. La recherche, elle s'est faite comment? Parce que c'est c'est surtout comment on délimite où est-ce qu'on va plus. C'est compliqué. Au début, j'ai commencé, donc mon pote en fait qui m'a fait écouter ça, lui il est disquaire au Puce de Saint-Ouen. Donc c'est du disque vinyle, c'est des choses qui circulent comme ça, un peu de main à la main. Et après ils m'ont fait découvrir un deuxième. Ensemble, on cherche. On pose des questions un peu autour de nous, chez les autres disquaires, chez les collectionneurs et tout. Donc dès qu'ils ont un truc un petit peu intello, un truc un peu chiant, ils nous les filent, ils se disent ça c'est pour eux. Donc dans tout ça, on fait un tri, on essaye de comprendre. Et puis après, il y a aussi Internet. On se sert d'Internet. Et puis après, voilà, petit à petit, le bouche à oreille. Moi, je commence un peu à me documenter, à me cultiver par rapport à ça, à lire des livres, à regarder des documentaires sur un peu ces périodes-là. Et pour essayer de comprendre la langue française, jusqu'où elle a été, tu vois, par rapport à la francophonie, jusqu'où a été la langue française. Et est-ce qu'il y aurait des morceaux en français, ce qui est compliqué parce que c'est la langue de l'élite, des morceaux en français qui critiquent un peu le pays, la période, le moment, etc. Donc c'est comme ça que je m'y suis pris. Tu veux dire qu'ils critiquent le pays de manière un peu mieux écrite que les rappeurs français? Pas forcément, hein, c'est en tout cas avec la langue de l'instant, si tu veux, c'est ça le truc. Parce que, tu vois, tout ce qui est pop, folk, rock, etc., c'est une poésie qui est très intéressante. Mais ce que je cherchais, en fait, je pense que nous, si inconsciemment, ce qu'on a aimé dans le rap, c'est on a aimé aussi l'argot, comment finissent les phrases. C'est que le rap aussi, il est régional, si tu veux. On a aimé les clips avec des gros boules. Si tu veux, tu vois, il y a ce côté régional dans le rap qui est assez intéressant, qui, là, en fait, tu peux le retrouver dans un projet comme ça, parce que comment se finissent les phrases, tu reconnais tout de suite d'où la région, et tu peux temporaliser le morceau. À la différence, tu vois, de certains morceaux de poésie que tu temporalises pas, en fait. Tu vois. Et pourtant, ils ont tous une maîtrise du français très classique. Ouais, trois quarts de ces artistes, ils maintiennent un niveau de français de lettré de l'époque coloniale aussi, donc très élevé. C'est ça. Mais quand tu regardes, quand tu compares... pas vraiment dans ce que tu peux retrouver, même dans le rap, avec le maniement de la langue qui peut être... Quand tu compares au premier rappeur, si. Parce que tu vois, par exemple, le premier album d'NTM, premier album d'IAM, de Solar, je sais pas, tous les premiers albums, en réalité... Ta manière d'écrire à toi aussi. Ouais, moi, j'ai été à bonne école, j'ai été à cette école-là. Donc au final, il y a cette espèce de langage soutenu, tu vois, qui ensuite, ça a évolué, les gens se sont appropriés le truc, tu vois. C'est ça, exactement. Là, justement, on va écouter le morceau dont tu as parlé, le premier morceau que tu as trouvé. Donc c'est... Alfred Panou, Alfred et Panou. le Art Ensemble of Chicago, et le titre c'est Je suis un sauvage. Ouais. Big Bay
Je suis un sauvage, mais pas esclave, ça va pas de soi. Malgré ma douche quotidienne aux enzymes, dans le métro, mon odeur assomme les illuminés. Je suis un sauvage, mais ils ont réussi à me faire chanter. Je suis fier d'être bourguignon. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que comment tu pars d'un projet où tu trouves comme ça des trucs un peu incongrus, on va dire. Ouais. Tu aurais pu juste partir sur une compile comme ça, de rareté, de trucs un peu bizarres, on va dire. Ouais. Et comment, autour de ça, tu as développé tout un concept vraiment de replacer ça dans le contexte historique, de faire tout un fascicule, de bosser avec des historiens autour d'un fascicule qui explique un peu toute cette revendication et tout ça? Bah disons, j'ai pas fait exprès. Au début, vraiment, ce que je voulais, c'était des morceaux qui tuent. Parce que ce qui nous a fait rentrer dans la musique, mais en tout cas dans le rap, c'est que j'ai kiffé. Au début, je me l'expliquais pas. C'est après qu'on trouve les prétextes, en réalité. Au début, on kiffe, quoi. Ça, tout vient d'un kiff. Donc là, c'est pareil, c'est venu d'un kiff et d'un besoin de ressentir quelque chose. Et après, en fait, je me suis rendu compte que les thèmes, en fait, qui étaient dits, ce sont les mêmes qui sont dits dans le rap. Et ce sont les mêmes qui sont les préoccupations des générations d'aujourd'hui. À un moment, il y a un morceau, en fait, j'écoute un morceau, et en fait, c'est un morceau sur une violence policière et un Algérien qui est mort, qui s'appelait Mohamed Diab. Et je comprends pas bien le morceau, je comprends pas bien le contexte, et j'ai pas grand-chose, en fait, pour comprendre ça. C'est fait dans les années 70. Et là, j'ai une amie historienne, Naïma Yahi, qui écoute le morceau, et elle me dit « Ah, mais c'est marrant qu'il y ait une archive de ça, parce que c'est super rare. C'était une histoire assez taboue. C'est en fait pendant la circulaire Fontanet, c'était une circulaire pour réduire les droits des travailleurs immigrés. Là, en fait, il y a eu donc Mohamed Diab qui a été tué dans le commissariat de Versailles. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'archives de ça. Et donc là, elle m'explique, elle me déroule toute l'histoire. Et je me dis, ah non, mais c'est chambé, si j'ai pas le contexte, ça sert à rien. Donc plutôt que de mettre les textes, on va mettre les contextes. Et c'est là que j'ai appelé aussi Hamzat Boukari, un autre historien, et que là, on est parti dans les contextes des morceaux parce que, en fait, c'était trop intéressant et c'était inédit. Et ça correspondait, en fait, ça faisait miroir avec les réalités qu'on vit aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire que, clairement, en plusieurs décennies, il n'y a pas grand-chose qui a changé socialement? Bah, c'est pire que ça. Déjà, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et en plus, il y avait une fraternité qu'il n'y a pas aujourd'hui. Parce qu'en fait, en faisant le projet, on se rend compte d'autres choses. On se dit, mais attends, dire que lui et lui, ils se connaissaient. Ou alors, ils ne se connaissaient pas, mais ils se donnaient de la force. Parce qu'en fait, ils faisaient partie d'une fraternité, le tiers-mondisme, le tricontinental et tout. Donc, deux pays qui étaient super loin l'un de l'autre. En fait, ils se donnaient de la force. Et nous, en fait, on est toutes ces diasporas-là ensemble ici, mais en réalité, on ne se rend pas compte que nos aînés, ils avaient des liens qu'on n'a pas, parce qu'il n'y a plus du tout ces projets de société. Et c'est ça dont on s'est rendu compte avec un projet comme ça. C'est qu'aujourd'hui, l'époque qu'on vit, elle est beaucoup plus... on est un peu plus seul, elle est plus individualiste qu'à cette époque-là. Mais même dans les causes, est-ce que peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas une séparation entre le côté identitaire immigré, le côté ouvrier prolétaire, alors qu'avant, c'est le prolétariat qui réunissait tout le monde. Ouais. Le statut social, quoi, en fait. De fou. C'est-à-dire, j'ai trouvé des morceaux, alors c'est pas celui que j'ai mis dedans, mais un morceau des mouvements des travailleurs arabes. Le morceau, il est dans un disque pour le Larzac, en fait, un disque de paysans du Larzac, ceux qui ont fait le disque. Ils ont invité les travailleurs arabes dedans. Après, moi, j'ai mis un autre morceau, une autre interlude de travailleurs arabes, où eux, c'est un Mauricien qui prend le micro, alors qu'à la base, eux, c'est surtout des Marocains. Et en fait, le truc, il s'arrête pas. C'est que comme ça, des espèces de liens, en fait, entre les gens. On dit, non, mais c'est un truc de malade. Donc c'est un disque de bolchevique. C'est en tout cas un disque qui rejoint aussi le travail que fait Samuel dans son expo, qui s'appelle Les Oubliés. Si tu peux nous en toucher quelques mots. En fait, c'est des photos que j'ai prises lors de mes derniers voyages. Et bon, bah, tu veux dire dans le RER? Ouais, voilà. Il y a aussi des oubliés dans le RER, hein, sûrement. Hein, il y en a partout. Hein. Et donc... Ton premier livre était en Thaïlande, c'est ça? Non, j'ai pas fait de livre chez Première Expo, il y a 2 ans. En fait, qui s'appelait City of Smile. C'était une expo qui s'appelait City of Smile, où j'avais pris des marginaux de Thaïlande. Exactement. Est-ce que la connexion s'est faite par Seth Gecko? Non, rien à voir. Rien à voir. Je l'ai croisé, mais là-bas, c'était plus pour... quand je suis passé dans son bar... voilà, parce que, pour la vraie raison de ton départ là-bas. Ouais, voilà, pour la vraie raison de mon départ là-bas. Non, mais c'est vrai en plus. Et moi, tu vois, là-bas, je suis un festif. Donc, mais à côté de ça, tu as vu, la nuit, bon, je vais dans les boîtes, je fais tout comme tout le monde, mais la journée, tu as vu, j'essaie de me réveiller tôt et de voir une autre communauté. Parce qu'en fait, c'est la communauté de la journée, par exemple, en Thaïlande, tu vois, c'est pas la même que la nuit. Tu vois, la nuit, tout est concentré sur la nuit. Même les gens qui font à manger, tout est concentré sur la nuit. Et donc, un scooter et puis en avant la baroude. On avance sur les roues arrière, quoi.
Ouais, voilà, on est parti et puis on a regardé ce qui se passe un petit peu de partout, autre que dans les boîtes de nuit et la Walking Street. La particularité, c'est que tu fais que de l'argentique, alors que maintenant tout le monde est un peu passé au numérique, la retouche par ordinateur, etc. Ouais, j'ai pas d'argent en fait pour passer au numérique. Et, ça coûte plus cher l'argentique normalement. Normalement. Ouais, non, mon appareil, moi j'ai fait j'ai fait plusieurs expos avec et il m'a coûté 80 €. Mais bon, après, c'est vrai, les coûts du film, les développements et tout ça. Après, bon, numérique, t'as vu, c'est plus pour un besoin du travail de rapidité. Voilà, boum, photo, on te l'envoie et de la retouche et c'est fini. Moi, je vais pas cette pression-là. Pour l'instant, voilà, si un jour je l'ai et qu'on me propose des trucs et qu'il faut que je passe en numérique, je le ferai. Mais pour moi, la photo au numérique, c'est plus de la photo, c'est de l'image. Tu vois, c'est quelque chose qu'on a besoin. Allez, bon, voilà. Tu peux faire des belles choses au numérique, en noir et blanc. Hein. En noir et blanc, ça ne rejoindra jamais tout ce côté de chimie, de photo qui apparaît que crée l'argentique. Mais pour en revenir au sujet, tu aurais pu aller en Thaïlande et prendre des paysages et tout ça. Pourquoi tu as été voir les oubliés, des marginaux? Des marginaux, parce que... je crois que j'ai passé une bonne t'es un marginaux, toi aussi? Ouais, je pense aussi, hein, t'as vu. Passé autour de chez toi. Ouais, non, j'ai un problème en France pour prendre des photos, ça viendra. Pourtant, il y a des oubliés. T'as jamais documenté, pareil, non. Les poches de l'oubli ici en France? Non, je l'ai fait, vite fait, mais sans trop le montrer. Et c'est un sujet avec le temps que je me dis, ouais, il faut vraiment que je le fasse. Tu vois, il y a des oubliés même à Paris. Tu vois, moi, je connais beaucoup de monde, tu connais beaucoup de monde, on connaît tous beaucoup de monde. Et tu te dis, merde, le mec qui est assis là, par exemple, pourquoi il connaîtrait moins de monde que toi? Donc il connaît autant de monde que toi aussi. Et tu vois, et comment ça se fait qu'il est allongé comme ça et que, tu vois, même peut-être qu'il y a des parents qui sont oubliés, tu vois. Il y a des parents, des enfants qui oublient leurs parents, tu sais, qui se retrouvent en maison de retraite. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Bon, après, bon, je comprends le sens de la vie qui fait qu'on n'a plus le temps. Mais tu sais, il y en a qui sont carrément oubliés, quoi. Donc après, les oubliés, il y en a partout. D'exotisme et de fascination chez toi aussi. Ah non, à partir là-bas, peut-être que tu côtoies ici au quotidien, ça génère moins d'hallucinations chez toi. Ouais. Arrivé en Thaïlande, tu t'imaginais pas forcément trouver ce type de personne, de personnage. Ouais, je suis parti en vacances, moi, à la base. Tu vois, je suis parti en vacances et puis ça a dérivé là-dessus. Après, t'as vu, j'ai beaucoup aimé la Thaïlande, donc je suis parti 6-7 fois d'affilée. Et donc j'avais un bon truc. Avec l'argent de la CAF. Ouais, avec l'argent de la CAF, ouais. Je te félicite. Ouais, c'est vrai. Et tu es revenu sans maladie? Jamais, non, jamais. Oh. Jamais. Tu vois, Rossé, l'imaginaire colonial est encore bien présent. Ouais. Et après avoir fait 7 fois la Thaïlande, je suis parti en Inde 1 mois. J'ai fait Calcutta et Varanasi. Et donc on m'a proposé d'exposer et je me disais qu'il me manquait un pays noir africain. Je voulais qu'il y ait un pays noir africain. C'est pas parce qu'ils sont pas assez représentés, mais je me suis dit, ouais, ça pourrait faire une belle... ça sort bien en argentique. Voilà. Et puis il y a des photographes que j'aime bien, Salif Keita, Malik Sidibé, tu vois, qui font des belles choses, qui prennent des gens de tous les jours et tout ça. Je me suis dit, il y a un truc quand même dans le travail. Bon, tu vois, je te dis ça, mais les mecs, ils vendent à foison. Donc je suis parti là-bas, j'ai fait des photos. Je suis resté très peu de jours et ça a été très dur, encore pire qu'en Thaïlande, pour prendre des photos. Parce qu'il y a un réel problème d'approche par rapport aux photos. Ils croient que tu leur voles leur âme en prenant une photo. Donc, mais sinon, voilà quoi, l'accueil mortel, les photos, je les ai beaucoup aimées. Et voilà. Et eux, ils les ont aimés? Ils les ont pas vus. Enfin, il y a d'autres artistes dans ton genre qui ont cette démarche d'aller dans des pays, je ne vais pas citer de nom, mais qui même affichent les propres photos JR. Ouais, JR, ouais. Qui va dans certains barrios, afficher les photos des résidents. Ah ouais. Cette démarche on n'a pas les mêmes moyens. De l'occidental qui vient apporter son art. Ça fait mal, hein. C'est même moi, quand je prends des photos et tout ça, ça fait mal, hein, tu vois, des fois. Hein. Donc voilà, quel est ton rapport à ça? Moi, t'as vu, on n'a pas les mêmes moyens avec JR. T'as vu, si j'aurais ces moyens, moi aussi, hein, je me dis, ah ouais, bonne idée, bonne initiative qu'il fait. Si j'aurais les mêmes moyens que lui, je repars dans les pays coller des photos. Mais t'as vu, moi, je vis avec un SMIC. Et encore là, même pas, là, je suis sur le dos des acidiques. Donc voilà, il n'y a pas de moyens. Si j'aurais beaucoup plus de moyens, je ferais beaucoup plus de choses. Donc les principaux acteurs de tes expos ne sont pas au courant qu'ils sont... Le plus possible, j'essaie de rester en contact avec eux. Après, j'avoue qu'au Sénégal, ça a été plus dur. Parce que t'as vu, c'est vraiment des gens là qui ont, tu sais, c'est encore un autre truc, tu vois. Autant en Asie, tu sais, ils sont vachement en contact Facebook. Et là, tu vois, il y a beaucoup moins de téléphones. Ouais, là, il y a beaucoup moins de téléphones et tout ça. Après, j'ai fait comme je pouvais.
T'as vu je crois que j'ai claqué plus d'argent dans ce que j'ai donné là-bas que moi ce que j'ai pu faire là-bas. Non, mais moi, t'as vu, moi... Enfin, les pourboires aux stripteaseuses, ça rentre pas dans Non, je te parle de l'Afrique, là, merde, putain. Je te parle de l'Afrique. Donc, t'as vu, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Et je te jure que, t'as vu, peut-être qu'il y a des gens, ils ont pas tu sais, il y a des gens, peut-être, ils ont pas de... Ils s'en foutent, quoi. Ils sont là, c'est l'exotisme. Tintin au Sénégal et ils prennent des taufs, tu vois. Et quand je dis Tintin, je parle pas forcément des Blancs, hein, je parle de tout le monde qui va aller prendre des photos. Ouais, belge, peut-être, ouais. Tiens, ça, c'est bon. Et vraiment, ça me fait mal, tu vois. Et des fois, j'ai des remarques, hein. Tu vois, je suis arrivé dans des bidonvilles et, tu sais, personne parlait bien français, tu vois. Et puis tout d'un coup, t'as un mec qui sort « Eh, vous, là, les toubabs, vous allez prendre des photos, vous allez les vendre en France, nous, on va rien avoir, dégagez d'ici, là, tu vois. Et après, dans n'importe quelle cité. J'en mets, tu vois, tu sais, je me dis, tu sais, bon, déjà, tu le sais plus ou moins, tu vois, et le mec qui te parle comme ça, tu vois, tu te dis, bon, tu sais, tu peux rien lui dire, tu sais, moi, je me fais agresser en France, j'attaque direct, tu vois, bon, là, tu te dis, ok, et puis après, bon, c'est bien, ça amène un sujet de conversation, souvent, on repart avec le sourire, tu vois. Tu peux expliquer ta démarche aussi, tu vois. Tu amènes une vision artistique dans un pays où lui, il est étranger, il faut lui expliquer. Ouais, voilà. ouais, mais et pourtant, t'as vu, on est venu tu sais, je suis venu en paix. Ouais, je suis venu en paix et tu vois, en expliquant directement, parce que j'ai vu comment ça se passait au Sénégal, tu vois, c'est ok, tu veux des photos, qu'est-ce que je gagne moi en échange, tu vois. Donc je suis arrivé direct, tu vois. Il a fallu monnayer ton travail au final. Et beaucoup au Sénégal. Et je vais te dire un truc, tu sais quoi, c'était tellement monnayé que même il y a des photos que j'ai prises à la volée. Et tu sais, alors souvent il courait, ça veut dire que tu sais, il y a une photo que j'ai prise qui a retenu un peu les esprits, c'est 4 enfants, bon on dirait que c'est une photo posée, clac, j'ai pris la photo, j'ai voulu en prendre une deuxième, à ce moment-là il n'y a plus personne dans l'objectif, tout le monde court, et tu sais, j'ai couru après eux pour les rattraper, pour leur donner de l'argent, alors tu vois, et bon ça va, j'étais avec une équipe, je cours pas trop vite. Parce que j'ai envie de faire Paul sur le dos, avoir couru après des gosses à l'étranger. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien parce que ça ouvre le débat de l'appropriation culturelle. En vrai, c'est chambé. Tu vois, ce que tu racontes comme expérience, ça tue. Tout, lui. Grave. Non, mais c'est super intéressant parce que enfin, en ce moment, c'est intéressant parce qu'il y a aussi un réveil de ceux qui se sont fait approprier pendant des années, pendant des siècles. Et moi, j'ai eu beaucoup ce sujet sur mon projet aussi. C'est pour ça que j'en parle. C'est qu'il y a des questions en fait, qui se posent qu'on peut ne pas se poser. Parce que franchement, on est là, ici, en France. Moi, quand je vais prendre un morceau, je sais pas, chez un mec au Gabon, lui, c'est un morceau qu'il a dit où il dénonçait des choses. En réalité, lui, c'est une question de vie ou de mort. C'est facile de le prendre le morceau, de le mettre sur un projet et de dire regardez, le projet est courageux. Non, cette personne-là est courageuse, elle est sur place. Il n'y a pas eu des refus. Par contre, beaucoup de personnes sont mortes aussi parmi les artistes. Ouais, il y en a qui sont déjà morts de VS ou il y en a qui se sont fait tuer parce que c'était des mecs qui se sont fait tirer dessus qui sont dans ce projet-là. Mais par contre, on s'est rendu compte comme un disque de rap alors. de ouf. Non, on s'est rendu compte vraiment que si tu veux, que cette question-là et tant mieux, je trouve que c'est bien. Ça veut dire qu'à un moment, ce qui est en train de se passer, c'est que des privilèges inconscients qu'on a parce que on les a toujours eus, et à un moment, pour créer une égalité, les rapports de force en fait font en sorte qu'on n'aura plus ces privilèges. Et c'est comme ça. Et par exemple, là, je me suis rendu compte qu'on a pris un morceau du Burkina, qu'on a demandé de contractualiser le truc avec la radio-télévision du Burkina. Ils nous ont remerciés parce qu'on a fait la demande. Ils ont dit, mais tellement que les gens, c'est facile pour eux, ils viennent, ils prennent. Pour eux, c'était porte ouverte. Tu vois, tellement que c'est facile, ils étaient choqués qu'on fasse une demande. Mais ça a été la même chose avec les compiles de musique africaine qui se sont faits ces dernières années, où il y a eu un pillage. En fait, si tu veux, c'est assez particulièrement français ou belge. Mais par exemple, les pays anglo-saxons ont moins ce problème. Pourquoi ? Parce que les communautés des diasporas sont plus organisées. Donc ça veut dire que déjà, un projet qui se fait sur le dos, sur les têtes des gens, ça se fait moins. En France, il y a beaucoup de compilations qui se font. On va faire un projet sur des morceaux des Caraïbes. C'est comme si les gens ne faisaient pas déjà eux-mêmes leur propre projet. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est très français. Tu vois ? En Angleterre, un projet sur une compilation sur la musique des Caraïbes, c'est un projet caribéen. Tu vois ce que je veux dire ? Après, ça peut être hors du côté de l'appropriation culturelle et ça peut être juste simplement un mec qui kiffe le funk africain et qui dit voilà, j'ai eu une grosse collection de ça, je veux faire un morceau de ça. Comme tu as toujours fait. C'est comme j'ai toujours fait, mais je n'ai jamais payé un seul artiste. J'ai toujours été franc avec En fait, le temps que c'est des trucs de passion, le problème ne se pose pas. Le problème commence à se poser dès qu'il commence à y avoir de l'argent qui rentre en jeu là-dedans. Et que ça devient l'appropriation culturelle. Le mot appropriation, c'est une question d'économie en réalité. Et comment ça s'est passé, toi, justement, quand tu es allé contacter les artistes ou bien les ayants droit ou un truc comme ça ? Il y a eu un côté où ils étaient peut-être flattés qu'on redécouvre l'œuvre ou bien
il y a eu un exactement. Ouais, il y a un grand dans la flou. continuation, quel retour tu as eu depuis que c'est sorti? Alors, depuis que c'est sorti, c'est cool. Moi, le problème, c'est que vu que je suis aussi artiste, les gens ne comprenaient pas si j'allais rapper leurs morceaux. Il y a eu une espèce de. Plus, c'est des personnes âgées pour la plupart. Tu as hésité à un moment, justement, de. Non, je voulais pas. Tu vois, des reprises, c'est bien quand c'est un morceau surconnu, tu vois. Mais quand c'est des morceaux que les gens connaissent pas, ça sert à rien de. Comme Les Singes que tu avais repris. Ouais, voilà, tu vois. Comme d'habitude. Je te jure. Mais en tout cas, non, voilà, le truc là, déjà, fallait qu'ils comprennent le principe. Beaucoup étaient étonnés. Franchement, il y en a beaucoup qui sont déjà décédés ou qui ont fait ça sur des labels. C'est le frère qui a monté un label. Ou alors le truc, c'était un groupement, un collectif. Ils n'avaient pas mis de nom, tu vois, des trucs qui ont été faits à l'arrache. Donc tu leur dis, je veux récupérer un truc. Ils font, ouais, bah, je sais pas, t'as vu, pourquoi moi je vais te signer le papier et il y en a 3 qui sont morts, pourquoi c'est pas eux qui te le signent? C'est compliqué que ce soit moi. Donc je fais, ouais, mais s'il te plaît, moi, t'as vu, j'ai besoin pour que le truc il soit clean. Donc après, des fois, ça a été un peu comme ça, flou, un peu à l'arrache. Et pour la plupart, moi, de toute façon, il me fallait des papiers, il fallait que le truc il soit solide, il soit nickel. Donc voilà, mais en fait, tu transvases une époque où les trucs ils étaient pas spécialement clairs à une époque où on est obligé que ce soit clair. Très contractuel. Tu vois. Et après, bah, tu vois aussi comment fonctionnent les maisons de disques, parce que quand tu prends un morceau qui est sur une maison de disques direct, c'est bon, tu le vends à combien et tu fais combien d'exemplaires. Alors qu'ils n'en ont jamais rien fait eux et que ça dort dans c'est les surtout coffres. qu'ils savent pas qu'ils l'ont. Moi, je dois convaincre la maison de disques, c'est chez eux. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Non, je vous assure, c'est chez vous. Ah bon, non, on le trouve pas. Bah regardez bien, c'est chez vous. Est-ce que tu as eu des refus, clairement? Non, j'ai pas eu de refus. Ils ont compris la démarche en même temps de réussir. Les artistes, ils étaient contents. Quand j'ai cette chance de tomber sur les artistes, des fois c'est pas eux, tu vois. Parce qu'il y a une idée de continuation de la lutte quand même aussi. C'est ça. Mais ça, ils y croient moyen, malheureusement, tu vois. C'est ça qui est triste. Ouais, mais t'en as beaucoup qui se disent. Moi, il y en a un, il m'a dit, ouais, t'es courageux. Il a dit, t'es courageux de faire ça parce que voilà, t'as vu. Courageux dans le sens, ils imaginaient que ça puisse être 20 ou. Ouais, voilà. Mais est-ce que par exemple ce projet, parce qu'effectivement, on dit un disque de Rossé, on aurait pu attendre un nouvel album de rap de Rossé. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que ça a un impact sur ce que tu fais, toi, en tant qu'artiste? De fou, parce que, tu vois, sortir un disque aujourd'hui de rap, c'est chaud. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, donc, tu vois, être sous la lumière avec un projet comme ça. Une fois, quand on parlait du fait, tu me demandais, même toi-même, ce que tu pourrais avoir encore à dire aujourd'hui. Voilà, alors moi, tu vois, si tu veux, je sens que j'ai 1 million de trucs à dire. Mais le truc, c'est comment le dire. Comment le dire? Donc réfléchir à d'autres manières de faire ça. Il y en a qui enfin, tu vois, marrant, quand je regarde, je sais pas, de Jay-Z à J. Cole, il y en a plein, en réalité, on peut citer plein, des gens qui savent très bien évoluer, tu vois. Mais le truc, c'est que moi, ça, je vois ça comme un prolongement assez cool pour moi, ouais, assez logique pour moi. C'est une chance, tu vois. Ouais, voilà, c'est une chance de fou de se dire, bah ouais, je peux arriver de cette manière-là aussi, tu vois. Du coup, quand je reviendrai avec oui, tu substitues ta voix. Ouais, c'est ça. Et du coup, même le projet, du coup, ça me le fait faire différemment, parce que j'aurais pu faire un projet où je me dis, voilà, c'est un témoignage d'une époque. Sauf que le fait que je fasse du rap, je me dis, je vais glisser tel interlude et tel morceau pour montrer que le truc, c'est mon avis, tu vois. Et c'est pas juste un témoignage, c'est mon avis, et je l'assume, tu vois. En même temps, Rossé, pour ceux qui te connaissent et qui te suivent depuis le début de ta carrière, le disque, il dénote pas non plus avec tes prises de position, avec ce que tu fais depuis le départ. Il y a une vraie continuité. C'est ça. Et c'est ce que je voulais, tu vois, une manière de dire, bon, bah, ouais, c'est quand même moi, quoi. C'est complètement toi, même avec vraiment ce côté gradation, évolution que je trouve chez toi. On dirait que tu assumes encore plus qu'avant cette lutte, quoi, finalement, qu'il y a un moment où tu te cherchais, notamment via Identité en Crescendo, où tu étais moins dans la revendication, dans le militantisme pur. Avec celui-là, on dirait que tu repars vers quelque chose de plus tranché. Mais justement, des fois, ce qu'on appelle le rap conscient, que pour moi un terme un peu à la con, mais est-ce que des fois, c'est pas une prison artistique? Ah, c'est une prison de fou. Rap conscient, c'est rappeur chiant. C'est-à-dire, c'est ceux, quand tu vas dans une soirée, ceux qui savent pas danser, qui se mettent un peu dans le coin, qui n'ont pas d'amis. Non, ça, c'est les blancs. Non, mais tu vois, rap conscient, bon, c'est un truc, tu sais, au début, t'en veux pas. Tu te dis, oui, mais pas moi, t'as vu? Tu vois, tu te dis, et puis aujourd'hui, je m'en fous. Tu vois, tu fais ce que tu fais. Toi-même, des fois, t'as pas l'impression, quand tu essaies de dire des trucs, tu dis, oh putain, c'est bien ce que je dis, mais c'est chiant, quoi. Si, même quand tu l'écris. De fou. Tu sais, c'est-à-dire que des fois, tu te dis, attends, moi, souvent, je me suis repris, hein. Je me suis dit, attends. Et ça, c'est des trucs, souvent, ça se passe sur scène. Quand t'es sur scène, et là, tu te dis, attends, c'est un pavé mon texte. Tu vois ce que je veux dire? Et ça arrive souvent. Et à un moment, tu te fais... Bon, allez au bar, je vais rapper. Et là, tu te dis, attends, c'est de la musique. Et il faut toujours se rappeler ça. On a beau dire tout ce qu'on veut, les justifications, tu vois. Souvent, ça vient après. Souvent, t'écris un morceau et après, tu dis, oh putain, c'est chambé, j'ai dit ça. Non, c'est d'abord de la musique. Il faut toujours se le rappeler parce que sinon, autant faire autre chose. Autant écrire des livres. Après, je trouve que ça a été là aussi tout le génie de ta rencontre avec Mehdi à l'époque, qui repose en paix, où justement, je trouve que Mehdi, il a su parfaitement mettre en musique des textes qui étaient
était déjà assez lourd, chargé de sens et tout ça. Ouais. Mais Mehdi, il avait cette touche particulière qui fait que, notamment ton premier album, pas que les autres le soient du tout, mais il y avait quand même vraiment quelque chose de percutant. Ouais, et donc, tu arrivais à faire justement cette synthèse. Bien sûr, bien sûr. Non, les trucs, si tu veux, les trucs, il faut les sublimer. Et après, je pense que c'est un problème aussi français. Parce que, bon, ça, je ne suis pas le premier à le dire. Je pense qu'on a tous dit que c'est la France, voilà, il y a le lyrisme, l'écriture, machin, tout ce que tu veux. Mais ce qu'on n'a pas, par contre, nous, on est dans l'artisanat. Ce qu'on n'a pas, c'est, tu vois, des équipes autour. Pour dire, attends, ton morceau... C'est pas une question de formater, c'est une question de dire, si tu veux que ton truc, il parle plus, qu'il prenne plus, travail d'équipe, tu vois. Et ça, on sait pas, nous, on écrit tout seul. Finalement, un problème de direction artistique qu'on a reproché au rap depuis... Ouais, et de travailler à plusieurs. Justement, on va entendre un morceau de Rosé. Mec, n'aie crainte, mes rimes sont simples, intenses. Écoute le son, l'empreinte, j'esquinte d'essence, je te lance. Juste l'histoire, à toi de comprendre la feinte. L'Algérie, mon enfance, puis aller simple, Air France. Partir pour le moderne, ceux qui gouvernent, dont on se dit trop dark, c'est ceux qui nous bernent. Occident, un nouveau monde, assis dans chaise, trop longue, dissident. Du reste ou trop d'incidents, fais compte, exporte ton moderne, même si ça leur sert pas. Un jour, faut bien qu'ils s'en servent, qu'ils n'aiment ou n'aiment pas. Perte de culture, c'est dommage, ça crée des dommages. Voir des jeans chez des nomades, et c'est pour quand l'orage. Alors ils tapent davantage vers ton image, mais n'en voit que des mirages. Je veux qu'ils sachent davantage s'ils voient au loin une médaille, que d'ici y a qu'une grosse tache cachée par les nuages. Moi j'ai mes échos du désert, ils me disent que comme JR, certains portent chapeau bottes, Dallas en soft moins cher. Ils vivent ton univers, mais dans leur univers, sur leur terre, pas dans l'imaginaire. Ici, je croyais que c'était le moteur, l'engrenage, la roue. C'est juste le fouet et les bottes pour forcer l'écrou. D'ici on voit tout, mais d'hier on oublie tout. Et même si t'oublies rien du tout, on t'habitue, c'est tout. Je croyais que c'était le moteur, l'engrenage, la roue. C'est juste le fouet et les bottes pour forcer l'écrou. D'ici on voit tout, mais d'hier on oublie tout. Et même si t'oublies rien du tout, on t'habitue. C'est toi t'écoutes trop, c'est terroriste dans l'univers des boss. Un style net et technique, mais un ton bien féroce. Je croyais qu'ici c'était le moteur, les roues du carrosse. C'est juste le fouet et les bottes pour quand les choses se forcent. J'avoue, j'ai été bien guidé, des parents, l'école, une cité. Mais je prends goût à la cité, dès l'enfance partout. Je vois l'absence de sens, le non-sens, la conscience, l'absence de confiance, conséquence. Du coup, petit on est des brouillards, même si pantouflards, les yeux ouverts, sans foulard, sans mur, sans brouillard. Ceci dit, on aime les zonards, aujourd'hui dollars, les héros du squark, les adultes traités de connards. Mais dois côtoyer mes billes, là ils côtoient mon pic, veulent côtoyer les billets et les filles dans une vie sans risque. Mes potes côtoyer la vie, mais ils esquivent les flics, côtoient la nuit comme des bandits, font de la drogue, un trafic, ils appliquent juste les règles du monde qu'il y a sous ton monde. Je te parle du monde qui gronde, quand tu tiens les problèmes tombent. C'est pas même savoir, c'est pas les mêmes pouvoirs, donc c'est pas les mêmes devoirs ici qui nous inondent. Pourtant, les mêmes lois, logiquement, les mêmes droits, forcément. Avec un boulet au pied, on n'a pas le même poids, alors on peut s'alléger, s'adapter. L'homme a le devoir de faire ce qui est en son pouvoir pour s'élever. Et moi, faut que j'esquive le moteur, l'engrenage, la roue. C'est qu'il sert de fouet et botte pour tuer mon crew. D'ici, on voit tout, mais d'hier, on oublie tout. Et même si t'oublies rien du tout, on t'habitue, c'est tout. Y'a un vécu à défendre, y'a une vision à répandre. Et de nous vers eux, y'a une étiquette à leur rendre. Alors je m'efforce d'apprendre, rentrer dans leur monde, parler un langage soutenu qui soutiendrait ma bande. Les yeux ouverts vers le tableau noir, la haine comme motivation. On tape son modération, on lit des livres qui parlent d'un autre monde sur un autre ton. On parle de nation, même si on vit dans l'autre rang. Mais passons, faut vivre avec son temps. Pour vivre, faut de l'argent. L'argent vient souvent quand le côté revendication est absent. Attends, mec, tu pars trop vite vers ces gens et ils se moquent de ton banlieusard accent. Par contre, ils troquent ton savoir, ils aiment tes speeches, n'aiment pas tes mimiques, mais envient tes tripes. Ils rient de ta volonté, de ton courage typique, ça t'irrite. Mais tu crois en la reconnaissance et vois le fric. Toi, tu voulais refaire le monde, je te vois refaire ta vie. C'est bien, c'est normal et il en est ainsi. Mais tout ce que tu leur amènes, c'est remanié et retranscrit. Et c'est tes ennemis qui l'apprécient. Tu croyais que c'était le moteur, l'engrenage, la roue. C'est juste le fouet et les bottes pour forcer les l'écrou d'ici. Tu vois tout, mais d'hier tu oublies tout. Et même si t'oublies rien du tout, on t'habitue, c'est tout. Un éclair de fumée, un éclair de lumière, de la fumée, Héros c'est parti. Et il a été remplacé par Free Worker, qui est exceptionnellement descendu parmi les mortels. Pareil, gang, hein, comme dit Héros. La thématique, c'est les oubliés, les damnés. J'ai l'impression que c'est un peu ma situation dans cette émission. Puisque tu ne m'as pas présenté tout à l'heure. Merci beaucoup. Non, mais je voulais ménager ton entrée, musique, Ligue des Champions et compagnie, quoi. Enfin, dans le 13e, ça va, quoi. Voilà, ça va être comme ça, chers téléspectateurs. On vous a donné un territoire. Non, mais en fait, je vais en profiter pour saluer déjà Samuel et Rossé et remercier Rossé parce que
il a pris, en parlant de colonialisme français historique, il a pris vraiment tout, enfin le scope le plus large possible, et notamment le colonialisme français en Asie, et particulièrement dans mon pays d'origine, qui est le Vietnam, et ça, je le remercie beaucoup. Je vais dire le Cameroun. Ça vient après. Mais voilà, c'est juste qu'effectivement, il y a une difficulté dans la recherche, évidemment, tu l'as expliqué tout à l'heure, mais évidemment, il y a peut-être des archives qui sont beaucoup plus accessibles, beaucoup plus directes, parce qu'il y a une proximité des communautés, une proximité territoriale aussi, toute une histoire politique avec ces pays-là. Avec l'Asie, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus difficile. Est-ce que tu as eu beaucoup plus de mal dans tes recherches par rapport effectivement aux archives asiatiques? Ouais, j'ai eu du mal parce que c'était avant. Et moi, tu vois, au début, je cherche par le vinyle, le disque vinyle. Mais là, c'est mort. Tu vois, j'y arrive pas. Donc, du coup, c'est beaucoup de documentaires. Je regarde des documentaires. Du coup, mes recherches, elles sont pas faites de la même manière. Et après, sur les documentaires, j'apprends beaucoup de choses. Mais aussi, tu vois, ce que j'apprends, c'est comment la langue française, au final, est un moyen, un outil de domination par la culture. Tu vois, parce que les documentaires, en gros, c'est, sur certains que j'ai vus, c'est en gros la francophonie, comment la francophonie peut rester, tu vois, peut s'accrocher encore dans ces pays-là et continuer à avoir que la France continue à avoir son influence via la langue, tu vois. En fait, quand on parle de colonialisme, le colonialisme, c'est la forme la plus directe et la plus durable de ce qu'on appelle le hard power. Ouais. C'est-à-dire l'ingérence par la force économique, politique et aussi culturelle. Ouais. Et effectivement, comme ce que tu dis, la langue française, ou n'importe quelle langue, qu'elle soit anglo-saxonne ou même espagnole aujourd'hui, c'est un vecteur, alors le plus soft, effectivement, dans ce concept de hard power, avec effectivement l'art. On sait que dans ces pays-là, il y a des vestiges de l'architecture colonialiste. Merci qui Voilà. Qui a construit les routes? Voilà. Mais donc voilà, c'est assez intelligent. Alors on sait, on a retracé, on te connaît tous, ton parcours, ton militantisme, et merci pour avoir pris ce volet de l'histoire aussi. Et justement, ceci dit, le groove asiatique, c'est pas pour ça qu'on vous connaît le mieux non plus. Non, mais ceci dit, il y a des artistes par exemple comme Onra, par exemple, qui est d'origine asiatique aussi, qui va aller s'inspirer, aller chercher des sons, des sonorités asiatiques, mais pour en faire, je dirais, du divertissement. DJ Kubert. Mais ça reste du divertissement. Aujourd'hui, on est dans un travail d'archives, de documentaire, en fait. Bah justement, on va entendre un petit titre de Ho Chi Minh. Vous pensez que le général de Gaulle pourrait, en quelque sorte, à un certain moment, arbitrer le conflit? Arbitrer, qu'est-ce que vous comprenez par le mot arbitraire? Nous ne sommes pas des équipes de football. Ouais, justement, ce morceau, enfin les deux représentations de l'Asie dans ta compile, c'est deux extraits de discours. Ouais. Et justement, dans le livret, ils insistent sur le fait que le général, je ne sais plus comment, qui avait pris cette prise de parole, s'exprimait dans un français parfait. De fou. Non, mais c'est ça le truc, tu vois. Tu vois, et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, pour trouver moi l'interlude de Gap, en fait, c'est sur YouTube, Canal Algérie. Et en fait, il était en Algérie quand il a fait son truc. Et quand je cherche des photos de lui, je le vois, il est à Hanoï avec l'équipe de football du FLN d'Algérie. Tu te dis, ouais, en fait, tu vois, tous ces liens-là, tous ces trucs-là. Et en fait, tu vois, il y avait une espèce de soft power qui essayait de se construire, tu vois, dans l'underground, en fait, de la domination. Mais la domination, c'est quoi? C'est par exemple quand l'Algérie gagne, se décolonise, eh ben, les États-Unis offrent Dallas. Donc sur toutes les chaînes algériennes, tu as Dallas. Tu vois, ça c'est du soft power. Ça c'est du soft power. Et on parle pas du France-Allemagne, du Algérie-Allemagne. On est vraiment resté dans le contexte aussi de la guerre froide, où au final, les enjeux qu'il y avait dans la lutte décoloniale aussi rejoignent les enjeux aussi de ce conflit idéologique. Ouais. Donc à partir du moment, et on le sait à quel point justement tous ces pays non alignés ont rejoint le giron de l'Union soviétique, il y a des vrais enjeux après aussi de pénétration culturelle par les Américains et autres qui de toute façon sont dans une démarche très impérialiste également. Mais il ne faut pas oublier que des gens comme Ho Chi Minh, et à l'instar de plein de dirigeants africains ou du Maghreb, sont allés faire leurs études en France comme Pol Pot dans ces années. Non mais voilà, donc... mais de toute façon, la langue de la lutte principalement, et des élites et des lettrés, ça reste le français. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, oui, l'appropriation culturelle, elle passe aussi par le fait que tu trouves surtout des archives en français, des choses comme ça.
mais la langue de la lutte aussi, ça a été le français. Ça. Les idées même, souvent de la lutte, ont été pensées du coup, ça posait des questions par les concepts français de nationalisme et autres. C'est ça. Khatab Yassine, il disait le français, c'est notre butin de guerre. Du coup, ça posait cette question-là aussi, tu vois, sur le projet. Moi, je l'ai fait en français parce que je fais du rap français. Le français et des idées C'était pas politique, mon idée à la base, tu vois. Mais au final, ce sont devenus des questionnements politiques. Après, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, sur des morceaux que je cherche, moi, voilà, je fais partie de ce truc de soft power américain. Je fais du rap, j'ai kiffé le rap américain, c'est pour ça que je suis là. En réalité, je me suis construit via le rap américain. Mais en fait, quand je regarde, par exemple, les morceaux que je vais kiffer des États-Unis, eux, quand ils les faisaient, en réalité, ils essayaient de retrouver l'Afrique en vrai. Tu vois le délire. Dire que de Gilles Scott-Heron au Last Poet, tu vois, eux, ils essayaient de retrouver l'Afrique. Tu vois. Et donc, du coup, à un moment, tu te dis... Mais une Afrique aussi, des fois, très fantasmée. Très fantasmée aussi. Donc là, comme on dit toujours, les Afro-Américains, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ils sont quand même bien américains avant d'être Mais c'est ça, on est vraiment, après, dans une démarche aussi assez impérialiste, à travers ça, cette folklorisation, cette exotisation de l'Afrique. Et puis l'expérience des esclaves ou des descendants d'esclaves américains qui ont essayé de se réapproprier l'Afrique, c'était catastrophique. Ils sont des fois comportés comme des Blancs et de la même façon. Pour beaucoup, c'est clair. Mais en tout cas, le truc, c'est que tu vois, le rap français, il a eu énormément de mal à s'exporter. Bon, tu fais écouter du rap français, aucun riz, souvent. Tu vois ce que je veux dire? Mais sauf quand le territoire américain culturellement parlant. Très peu de choses pénètrent le territoire américain culturellement. Par exemple, même en termes musicaux, ceux qui ont réellement réussi à percer sur le marché américain en France. Tu parles des Nubians? C'est la French Touch. Non, mais c'est vrai. C'est la French Touch et il n'y a pas de parole. C'est du son, c'est la vibe. Ou alors les Nubians, MHD. Aujourd'hui, Aya Nakamura sur tout ce qui est Maurice Chevalier quand même. Tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand au final tu fais ce que t'es, tu vois, de tes origines, la France, c'est les diasporas africaines. En réalité, là, c'est là que ça peut aussi fonctionner. En tout cas, moi, j'ai quand même une grosse déception. Ce truc sur l'Asie, aucun titre de Willy Denze. C'est ça quand même un peu dégueulasse. Mais sinon, on va revenir à un truc dont tu parlais, Samuel, tu disais que tu étais parti de voyage alors que tu étais au SMIC et tout ça. Tous les deux, tu as été rappeur, Russell est encore. Et à côté de ça, vous êtes deux personnes qui ont aussi taffé à côté. C'est-à-dire qui ne vivaient pas concrètement. Pour un peu démystifier le rap, il y a très peu d'élus qui en vivent. Quoi. Et donc il y a aussi beaucoup de rappeurs parlent de la réalité du petit peuple sans être vraiment confrontés toujours à sa vraie réalité. Est-ce que c'est un truc dont... Déjà, comment on a réussi à concilier ça, à se dire à un moment, j'aime le rap, mais je ne vais pas en vivre. Moi, c'est la tournure. Je veux pas faire le mec, genre, non, le rap, non, c'est de la merde, t'as vu, j'en écoute encore et tout ça. Mais tu sais, il y a une tournure à un moment, je me suis dit, waouh. Je me rappelle, t'étais sur la compile BOSS. Ouais, après, on a continué, on a fait des autres trucs qui n'étaient pas forcément mis plus au jour que ça, mais voilà, puis à un moment, il y a une tournure, je me suis dit, coke, arme, pute, salope, chienne, tu vois, je me suis dit... Je sais pas faire. Tu vois, je sais pas faire. Non, mais même, je savais pas faire, tu vois. Et je vois, tout le monde arrive comme ça, après ça zouk, après ça y a de la salsa, tu vois. Alors, tu vois, là, ça a été encore pire. C'est ce qui m'a cassé, tu vois. C'est ce qui m'a cassé la boîte de vitesse, de me dire non, j'arrive plus, tu vois. J'avais. Pas d'envie de résister, quand même, un petit peu? Si. Tu vois, j'ai continué, mais. Sans y croire. De toute façon, moi, j'ai jamais cru, tu vois. Sinon, tu vois, on aurait peut-être plus connu que ça, tu vois. Mais j'ai jamais vraiment cru, quoi. Nous, c'était plus, vas-y, on marche, on rappe, on aime ça. C'était pas calculé, il n'y avait pas de plan de carrière. On savait faire, on faisait, en fait. Tu vois, c'est plus ça, tu vois. On savait faire, on faisait, on nous invitait de partout, on était partout. Mais, tu sais, il n'y a jamais eu de dire, tiens, il faut vraiment qu'on fasse un album maintenant, tu vois. C'est plus sur la fin, ça s'est fait. Et à la fin, on s'est dit... tu sais, je pense pas qu'ils vont comprendre le truc. Et voilà, tu vois, le mec avec qui je rappais, il rappe toujours, Mayday. Moi, à un moment, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la photo et de la vidéo. Et je me suis dit, ok, cool. Tu vois. T'avais trouvé finalement un autre média pour exprimer ça me tentait déjà, mais le fait de le voir après, de voir de la réalisation devant moi... de faire du hip-hop d'une certaine manière. Ouais, pour moi. Après, il y a des autres noms, tu vois, mais pour moi, ouais, tu vois, c'est... Et puis après, tu sais, quand je fais de la photo, je calcule pas vraiment ce que je prends, tu vois. C'est pas, je me dis, je vais aller voir des pauvres, on va faire un projet sur les pauvres, tu vois. Ça n'a jamais été ça. Tu sais, je pars en vacances et tiens, je vais voir ce qui se passe autour. Ouais, mais t'aurais été à la boule, ça aurait été moins bien. Tu sais pas ce qui se passe à la boule. Est-ce que parfois tu te censures dans tes photos quand tu développes et tu regardes, tu dis, j'ai un peu déconné de prendre ça quand même, c'est pas terrible?
Sur le coup, je trouvais que c'était intéressant. Quand je fais des autoportraits. Mais sinon, le reste, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Moi, il n'y a pas de limite, tu vois, que ça soit... Tu sais, les gens me disent non, t'as pas de respect, tu prends des SDF. Tu sais, à un moment, j'étais là, je faisais des photos, tu sais, je passais le temps et je claque, tu vois, et je claque de la pellicule et tu sais, les mecs, carrément, ils arrivent mauvais, hein. T'as pas honte, tu prends des SDF. Tu fais pas des selfies avec. Tu vois, mais regarde ce que je prends à côté, c'est pire et ça te fait pas chier, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu sais, je trouve que la France, c'est très compliqué, hein. Tu vois, très très compliqué au niveau de la photo. Et c'est une des parties c'est une des raisons où je me suis dit, vas-y, je calte. Tu vois, je vais faire ça ailleurs parce qu'à chaque fois on me disait, hey, tu sais qu'il y a des droits, tu sais, même de prendre un mec qui a rien, qui te dit non mais t'as pas le droit de faire ça, il y a une loi. Donc tu vois, c'était vachement tout le temps sur l'offensif. Après j'ai peut-être un mauvais côté, répondant, tu vois, où je me suis dit vas-y viens on arrête de jouer à ça. Et dès que j'ai découvert, tu sais, ailleurs, ben après, et tu parles d'ailleurs, on a l'impression que tu as dû effectivement quitter un système occidental pour aller dans une autre société. Des histoires magiques avec des gens qui sont devenus connus maintenant et tout ça. Tu sais, je prends en photo et ça. Non, laisse tomber, frère. Ça me monte à la tête. T'étais SDF avant, finalement. Ouais. Okay. Et j'avais trouvé un appareil photo dehors. Et tu vois, tout le temps venir, non mais tu sais, je connais mes droits, tu sais, ça revenait toujours autour de ça, quoi. T'es personne, tu vois, t'es personne, vous êtes personne, tu vois, même si t'es quelqu'un, pour moi, t'es personne, tu vois. Au même titre que quand je prends des gens qui ont rien. Des fois, tu peux comprendre ça, c'est-à-dire que... Non, je comprends pas. Ce que je veux dire par là, c'est... Même la société, souvent, renvoie cette image, t'es personne. Donc à un moment, des fois, t'as une forme de revendication comme ça immédiate, à savoir, paye-moi, j'ai des droits, j'ai ci, j'ai ça. C'est juste des fois quelqu'un qui est en train de te dire, j'existe au final. Et tu vois, les mecs qui me disent ça, ils ont plus de moyens que les gens que je vais prendre en Thaïlande, en Afrique ou en Inde. Et bon, des fois, ils me le disent, mais c'est pas demandé pareil, t'as vu? Si ça serait dire, si la personne, elle vient me voir, elle me dit, c'est pourquoi faire la photo? Ok, d'accord. Tu sais, mais là, c'est tout de suite négatif, genre, tu fais quoi là, tu vois? Et ça c'est déjà arrivé vraiment à de la violence, tu vois, et tu te dis non, qu'est-ce qui se passe, quoi? On parlait de soft power tout à l'heure, le marketing te dit que tu es unique en même temps, en face de ça. Donc comme tu es unique, fais comme les autres. Exactement. Et tu vas réclamer des droits sur... sur n'importe quoi. Ça rejoint aussi ce texte de Rosset, ce que tu dis. Comme tu es unique, fais comme les autres, ce fameux texte où tu parles justement de l'utilisation des effigies d'icônes rebelles, qui est complètement dénué de sens et vidé de son sens au travers d'une utilisation purement commerciale, marketing, sans le sens qui va derrière, qui va avec. Oui, de toute façon, un peu capitaliste. Moi, j'ai l'impression que dans vos deux disciplines... Notre rébellion, elle est rachetée. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu vas être rebelle, plus ils vont te kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Dans le rap, la rébellion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le rap conscient, c'est aussi un fonds de commerce. Non, mais de fou. Tu vois ce que je veux dire? C'est un moment... Est-ce que toi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a eu des moments où tout ça... L'aspect économique, tu te dis, bon, le rap, j'aime bien ça, je peux être auditeur, j'ai pas besoin d'en faire. Puis au bout d'un moment, il faut vivre de toute façon. Il y a de ça. Moi, j'ai vécu du rap, mais tu vois, t'as des strates. Tu vois, t'as fait je sais pas combien de disques d'or et tout. Tu vis du rap. Mais vivre du rap parce que t'es intermittent du spectacle, tu fais des concerts et tout, c'est un autre délire. C'est sport. Tu vois ce que je veux dire? C'est un métier. C'est des bouts de ficelle. Ouais, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est que du coup, t'as un compte à rebours qui est constant sur bon, là, faut que je sorte un projet, sinon je vais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, t'as toujours des deadlines tout le temps. Ouais, voilà. Tu vois? Ça a agressé un peu ta créativité? Ouais, parce que après, c'est des questions de tempérament. Moi, tu vois, un projet comme ça, du coup, j'aurais pas pu le faire. J'aurais fait album sur album sur album sans réfléchir à comment je vais maturer le truc. Donc du coup, ça te fait être toujours un peu sur les mêmes thèmes, sur les mêmes machins. En fait, t'es dans l'action-réaction constamment, tu vois. Et moi, ma carrière, elle est pas faite comme ça. Tu vois, j'ai besoin de me dire, attends, je vais passer par là, je vais passer par là. Tu vois, donc je peux pas, moi, faire comme ça. Tu vois. Là, on va s'écouter, on va se regarder un autre clip de Rosset. Je porte le poids et la souffrance que le travail m'a légué. Du coup j'ai du mal à entendre la même chose en allégé. J'ai plongé là où l'agression prend la place de l'affection. J'ai plongé là où la raison s'est déjà faite balayer. Les principes gisant dans le coffre attachés et lacérés, parce qu'ils ont refusé les offres que le vice a fait péter. Les principes sont si pauvres, aveugles et dépareillés, pendant que le vice roule en gauve avec le siège affaissé. Je suis un des seuls à résister, le vice flippe de m'agripper. À moi tout seul, je suis une équipe car je suis seul mais habité. Moi j'ai mes running et mon souffle, mon endurance étalée. S'il faut respirer l'air du gouffre, alors je fais de l'apnée.
Oser une entité, même si je prends de l'altitude. J'ai attiré par amplitude un empire et une attitude. Oser une entité, même si je prends de l'altitude. J'ai attiré par amplitude un empire et une attitude. Je suis en apnée, poisson à la dérive. Dans le bocal des villes, j'agrandirai le décor que le destin dessine en apnée. Nage à compte courant dans le torrent de mon estime pour te couler. Faut que j'aille nager à la piscine en apnée. Perds mon innocence dans les profondeurs éloquentes. La surface est trop lente, seul le groove m'oriente en apnée. T'as eu le succès avant de savoir rapper. Augmente le son, je fais le chemin à l'envers. Fais gaffe, on va se croiser. T'entends ma voix parce que ma foi ça fait partie d'un rêve. État d'esprit tellement froid que Grizzly m'a mis un j'aime. Les MC se plaignent de l'état, dans la gloire ils sont imprègnes. Trop hardcore parce qu'ils aboient sans espoir font les chiennes. Tu veux être polémique, t'es juste bruyant. T'es pas puissant, t'as juste une grosse équipe. T'es pas méchant, juste colérique. La rue c'est cop, c'est cité, c'est dur de coexister. Que des robots qui décident et des poteaux qui décèdent. Alors seul le cœur et les tripes gèrent ma carrière. J'ai laissé l'oseille et la street à l'arrière. Ça vaut pas un salaire. La rime aiguisée, le succès m'achète pas. La rime aiguisée, cachée sous le palais si le showbiz m'incarcère. Sentimental comme tout rappeur hardcore. Matinal comme l'aurore, mental de fer, j'bip à l'aéroport. Ma voix porte des rimes montantes, la tienne porte des faux. Je te présenterai l'excellence avec qui je danse des slows. Oser une entité, même si je prends de l'altitude. J'ai attiré par amplitude un empire et une attitude. Oser une entité, même si je prends de l'altitude. J'ai attiré par amplitude un empire et une attitude. Vos sales tronches, respirez votre oxygène. Aseptisez mes rêves avec vos torchons trop d'hygiène. Où aller, gros dilemme, du coup je m'enfonce sous votre système en apnée. Dans la crasse, les cris et les crises quotidiennes en apnée. Loin des fausses politesses, des fausses caresses. Effaré par la richesse, la crise, le vice, la thèse. J'évite les bassesses comme la peste, loin des histoires romanesques. La street credibility vous allège, bah je vous la laisse. J'ai ma haine à effacer, ma peine à réparer. Le futur à préparer, le soleil s'en est allé. En rêvant de vrais palais, les gens crèvent sur le pavé. Les vrais savent, mais les vrais se taisent. Ont la flemme d'aller parler en apnée. Monte à la surface pour décrire, tellement rien à dire. Là-haut toujours le même délire, on n'a rien raté mais le pire. Comment te le décrire, que les MC appellent punchline, ce que j'appelle écrire. Oser une entité, même si je prends de l'altitude. J'ai attiré par amplitude un empire et une attitude. Oser une entité, même si je prends de l'altitude. J'ai attiré par amplitude un empire et une attitude. En apnée, en apnée, en apnée, apnée, apnée. Rossé, il y a aussi quelque chose d'important dans ta compile, c'est le livret. Ouais. C'est plus trop un livret, mais un livre à part entière, yes. Où il y a un énorme boulot de recherche de pochettes, de reproduction du macaron, etc. Et il y a aussi, on va voir juste quelques pages comme ça, il y a aussi, c'est extrêmement documenté, les textes qui vont avec, et on a parfois des parcours, enfin les gens, il y a quelques artistes qui sont hallucinants, par exemple, quelqu'un comme Azem qui a été... il a fait la guerre en France. Enfin, il est arrivé métallo, il a fait la guerre, il a été déporté, il est revenu, il a eu un bar. Bon, ça c'est normal pour un Kabyle, j'ai l'impression. Tout à fait. Ouais. Alors on pourrait parler des bars Kabyles avec l'argent du FNL, mais c'est encore autre chose. Il a enregistré des 45 tours, il a fait des sketchs, il a rempli l'Olympia. On a aussi des gens dont tu as mis le discours comme Mohamed Maïga qui a été proche de Sankara, qui est mort empoisonné, etc. Enfin, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont vraiment des vies assez incroyables. Et il y a surtout quelque chose qui est... C'est juste des pistes qui sont données dans le livret, mais c'est Dan Bellani, qui est une chanteuse. Et dans le livret, donc, on parle qu'il y a une aventure rocambolesque autour d'elle. Et on cite, pas, mais on devine que c'est lui, le nom de Laurent Fabius dans cette histoire. En fait, Dan Bellani, en gros, c'est un disque américain de 1975 où tu la vois, elle est jeune, une noire avec une afro, assise en tailleur. C'est un disque de jazz. Un peu spirituel et tout, et donc à l'intérieur tu vois tout écrit en anglais et tout, et il y a marqué donc dédicacé à Frantz Fanon, des poèmes d'Aimé Césaire avec des musiciens américains et tout, et c'est juste tu comprends pas pourquoi à un moment on finit par comprendre qu'elle est française la meuf, et on comprend pas. Enfin, attends, tout est américain sur le disque et tout, il a été fait à New York et tout, et sur un blog on trouve un numéro de téléphone, on l'appelle, c'est elle qui répond. Et donc elle dit je veux bien vous rencontrer, mais à condition qu'on se rencontre en face de la radio Europe 1, il y a un café, et on se rencontre là et tout, donc on y va. Et on la voit et tout, elle est au bar et elle fait moi je me donne tous mes rendez-vous ici, parce que vu que c'est une radio où il y a beaucoup de politiques qui passent à cette radio-là, moi j'attends Fabius parce que je vais lui rentrer dedans. Et donc on fait ok et tout, et donc elle nous explique pourquoi. Elle fait parce que l'histoire du sang contaminé, moi j'ai eu l'hépatite C à cause de ça et il m'a pourri ma vie et moi je l'attends. Donc voilà, c'est ça, c'est pour. Je crois que Fabius avait été producteur de disques à un moment. Non, d'accord.
Rien à voir. C'était ça, en fait, Alors, il n'y a pas que des choses qui tournent autour du colonialisme, on a aussi des choses sur le mouvement ouvrier. Il y a cette espèce de collectif Renault, que moi j'adore, les espèces de syndiqués. Avec le gars, quand il s'énerve, on dirait Henri Guibet, même petit cri. Ça, c'est un gars, on a mis 2 ans avant de le trouver. Tu vois, mec, déjà, trouver son nom, c'était compliqué. C'est un Corse. À un moment, je trouve un mec qui s'appelle pareil et tout. Je l'appelais et tout. Au téléphone, ça avait l'air d'être lui, tu vois. Il me fait, envoyez-moi un courrier recommandé. Pendant 1 an, j'envoyais des recommandés. Un jour, je l'appelle, il me dit, j'adore vos lettres et tout, mais c'est pas moi. Là, je fais, vas-y, c'est relou. Et j'ai failli embaucher un détective. Mais j'avais peur parce que le mec, en fait, des moyens, toi. Non, mais en fait, tu galères pendant 1 an, pendant 2 ans. Tu te dis, mais comment je vais faire? Et le problème des détectives, c'est avant de faire un devis, ils te demandent tout. Limite, ils te demandent presque l'adresse. Tu fais, moi, j'ai rien sur le gars, donc tu vois ce que je veux dire. Et le truc, c'est, on finit par trouver, par sa fille, en fait, on a retrouvé sa fille. Et le gars, en fait, donc il était métallurgiste chez Renault. Donc il a initié les grèves. Et eux qui faisaient des grèves, ils se disaient, on sort un disque parce que comme ça va le faire savoir. Les disques, ça fait aussi office de tract, tu vois. Ensuite, il part de chez Renault. Il était assez proche du FLNC, d'Action Directe. Il me semble qu'il a fait quelques allers-retours en prison. Ensuite, il a créé d'autres labels. Dans ces labels, il a inséré aussi des musiciens, des étudiants engagés guadeloupéens, qui ont fait des morceaux sur la Guadeloupe. Pareil avec le Cap-Vert. Et après, avec d'autres, avec la Vendée, avec la Bretagne, avec le Québec, bon, en gros, le gars, voilà, il a eu une vie assez intéressante, quoi. Et donc, c'est des gens comme ça, quand tu les retrouves, tu essaies de comprendre un peu toute leur vie, et c'est intéressant parce que tu te dis, OK, un peu tout ce qu'on essaie de faire, les nouvelles générations, ce qu'elles essaient de faire, en fait, dans le passé, il y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi. C'est intéressant, c'est qu'ils devaient beaucoup écouter de funk et de soul, parce qu'il y a un des 2 morceaux où, en fait, ils reprennent toute la partie de guitare fuzz de Walk On By et d'Aja Case. Exactement. Ça me rappelle la classe ouvrière anglaise, hein, c'était comme ça aussi. Ouais, tu vois, le truc, c'est ça, c'est que quand tu vois, tu dis comme ça, il y a un projet de musique, lutte, machin, tu t'attends à des trucs, les chants de l'armée russe ou des trucs où tu te dis, bon, j'ai pas envie d'écouter ça. Et là, en fait, tu te rends compte que c'est de la funk, c'est de la soul ou que c'est des trucs qui peuvent pas tout, il y a aussi des trucs qui sont un peu déclamés, un peu plus lourds dans ton disque. Il y en a aussi, un peu moins accessibles. En parlant de livret, de soul et tout ça, puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, on a toute une sélection de livres parce que c'est bientôt Noël. Et nous, on adore Noël. En fait, Noël étant chrétien. Avant le grand remplacement. Je préférerais que tu m'offres quelque chose que j'aurais pas vu avant, si ça ne dérange pas. Mais ça, donc voilà, on a des super beaux livres à vous présenter. Il pèse son poids, celui-là. C'est que des gros ouvrages, des très beaux ouvrages, c'est-à-dire c'est des beaux objets avant même de parler ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est Paris Saint-Lazare. Donc c'est un livre magnifique qui pèse 3,5 kg. Minimum. C'est vraiment un gros livre. Donc voilà, je vous montre vite fait. Donc ça regroupe pratiquement 13-15 ans de tous les graphes qu'il y a eu sur toutes les lignes de banlieue qui partent de la gare Saint-Lazare. Donc, tiens, si tu veux jeter un œil, Rossé. Donc, il y a tous les groupes. Là, on peut pas. Il y a tous les groupes tous les crews de graffiti qui ont officié sur ces lignes-là. Et donc voilà, c'est vraiment un travail d'archivage énorme, puisqu'on sait que le graffiti, c'est l'art de l'éphémère aussi. Et là, ça laisse vraiment une trace, quoi. Alors, il y a un autre bouquin qui est vraiment magnifique, qu'on trouve chez Taschen. Bon, Taschen, toujours des beaux livres très chers. Mais celui-là, il a 50 €. Il fait 6 kilos, celui-là, par contre. C'est pas excessif, c'est le prix d'un jeu vidéo, alors cassez pas les couilles. Combien tu dis 50 €. Ah bah... Voilà. Donc, c'est de Bruce W. Talamon, donc, qui est un photographe. Et là, il y a toutes les stars. Donc, je vous montre la couverture. Avec, en 4e de couvre, notre père à tous. Prince. James Brown. Et donc, tu as des photos magnifiques, mais de tout le monde, Isaac Hayes, voilà, Rick James, le grand Rick James, pardon. Énorme, les photos. Le grand Rick James. Il y a tout le monde, James Brown, les Temptations, les Isaac Hayes, Funkadelic Parliament. C'est un bouquin magnifique. C'est un bouquin magnifique, donc je vous le conseille. Marvin Gaye, deuxième dieu. Voilà, donc ça s'appelle Soul R&B Funk, photographe de 72 à 82. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Hip Hop at the End of the World de Ernie Paniccioli. Ernie Paniccioli, c'est un des grands photographes historiques du rap, qui a fait des pochettes, notamment pour Public Enemy. Donc là, on a un peu tout l'âge d'or des années 80. Voilà, LL Cool J, Tupac, entre autres. Donc c'est un bouquin qui est magnifique, c'est aux éditions Rizzoli. Donc de Ernie Paniccioli. Magnifique. Pour les fans de Prince. Et de bretelles.
Voilà, et de Dommage, bretelles. Héros, c'est parti. Si Héros, lui, il est fan de bretelles portées torse nu. Voilà le livre qu'il faut offrir à Héros. Donc, c'est Prince Before the Rain. Donc, c'est le photographe qui s'appelle Alan Beaulieu. Et la préface est faite par Des Dickerson, qui était le guitariste de Prince avant, à l'époque de 1999 et tout ça. Et donc, c'est le photographe qui a suivi Prince avant Purple Rain, jusqu'à Purple Rain. Donc, c'est toute tout ce qui représente pour toi vraiment l'âge d'or, le sommet de la carrière. La meilleure période de Prince pour moi, quoi, c'est-à-dire celle jusqu'à Purple Rain, même s'il y a eu des chefs-d'œuvre après. Donc, vraiment des photos inédites. Des photos aussi de tout le monde, de The Time, de Vanity, voilà, Prince et Maurice Day, par exemple. Donc, vraiment pour les fans de Prince de la première heure, parce que le vrai public de Prince, c'était les gens qui écoutaient de la funk avant tout. Donc voilà, je préférerais que tu dises du funk. Tu vois, du funk. De la funk, ça m'agresse comme l'écriture inclusive de Rosset, pareil. Voilà, pareil. De la funk, si t'es rebeu. Voilà. C'est un choix militant de ta part d'ailleurs aussi, cette pochette avec une écriture inclusive Ouais, c'était des questions. Non, je suis en train de travailler, messieurs. Et donc voilà, il y a un autre qui s'appelle Contact High, qui est une compilation de plusieurs photographes. Donc il y a des photos magnifiques, des pochettes, par exemple Gangstar, Guru, Rest in Peace. Et dedans, l'ancien de Get, Armen. Voilà, et il y a des photos de Armen Jerayan dedans. Ancien Jedi. Voilà, ancien Jedi, qui était aussi photographe à Get Busy, qui a fait des pochettes pour Arsenal, qui a fait beaucoup de clips de Booba. Donc voilà, un Français expatrié à New York, Armen Jerayan, qui on passe un petit bonjour. Et donc c'est un très beau livre aussi de photos. Donc voilà, donc c'est des livres qui coûtent un certain prix, mais qui sont vraiment des beaux objets. C'est Noël. Et vous allez dépenser dans des conneries, dans des jeux vidéo de merde, alors que vous êtes adulte. Donc autant acheter des bouquins pour vous cultiver un petit peu. Et autant acheter aussi Parler d'années de la Terre de Rosset, et peut-être aller voir l'expo de Samuel Cueto. Le problème, c'est quand l'émission sera diffusée, l'expo sera terminée. Ah ouais. C'est une expo sur un jour, c'est ça, Samuel? Non, sur un mois et demi. Un mois et demi, donc ça va. Galerie 193. Là, c'est les 8 derniers jours, en fait. Demain, on fait un vernissage, parce qu'en fait, j'invite des amis à exposer pendant les 8 derniers jours. Donc, le 8, ça sera fini. C'est à la Galerie 193. 193 galeries. Et là, en ce moment, c'est Samuel Cueto and Friends. À partir de demain, vous êtes les bienvenus, tous ceux qui veulent venir. Et comme ça sera dépassé, prochaine expo, vous êtes les bienvenus. Voilà. On soutient en tout cas. Merci beaucoup. Et toi, Rosset, projet? C'est celui-là, donc Parler d'années de la Terre. Voilà, il est disponible sur toutes les plateformes, en vinyle, double vinyle, avec le livret, en CD. Voilà, et ça, c'est le projet, j'espère qu'il va durer. Ça aussi, c'est un cadeau pour nous. Ouais, exactement. Ça m'a donné envie de l'acheter en tout cas. Yes. Grave. Pour les livres, on remercie Steph Fresh News, qui est une personne qui s'occupe d'un blog. Si vous voulez être au courant de tout, vraiment, les nouveautés new-yorkaise, boom bap et tout ce qui se passe un peu autour de ce genre d'ouvrage. Donc c'est lui qui nous a fait les sélections. Sauf pour le Paris Saint-Lazare, que je reprends avant que Rosset s'en aille avec. Alors celui-là, il veut pas s'afficher parce que pour les raisons qu'on peut comprendre. Même son nom ou simplement la police, la SNCF, tout ça. Mais allez sur le net, débrouillez-vous pour le trouver et ça se trouve. Quand on cherche, on trouve. Parce que volez-le, ça va être chaud quand même. Voilà, on était content de vous avoir avec nous. Nous aussi. Voilà, c'était Get Busy, nouvelle formule sur Click TV. On remercie Click. Voilà, il y avait donc Cher, David, Freeworker avec une entrée fracassante, Eros, gang. Et puis évidemment Rosset et Samuel Cueto qu'on remercie d'avoir essuyé les plâtres de ce nouveau décor tout blanc qui devrait plus tarder à ne plus l'être. Ok. À bientôt. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible.
That's way. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Donc, à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou. D'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.